Un simple camion de ciment, une routine banale à la frontière. Mais ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a changé la donne. Des explosifs, du cyanure, des médicaments contrefaits, tout ce qu'il fallait pour semer la terreur. Ce n'était pas une cargaison ordinaire. C'était une déclaration de guerre cachée sous un voile de normalité. Le Burkina Faso, un pays habitué aux coups d'État et à la pauvreté, venait de faire face à une menace bien plus pernicieuse, au cœur même de son territoire. Qui sont les véritables ennemis et comment se préparer à affronter ceux qui se cachent dans l'ombre? La frontière du Burkina Faso n'était plus simplement une ligne de délimitation géographique. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, elle est devenue une ligne de défense vitale. À la suite de cette découverte, l'État a pris conscience de l'ampleur de la menace qui planait sur lui. Les agents des douanes, les militaires et même les civils se sont unis dans un seul objectif: protéger leur pays sans se tourner vers l'aide extérieure. Ce qui semblait être une simple saisie de contrebande allait se transformer en une lutte de longue haleine contre des réseaux criminels et des insurgés cherchant à déstabiliser le pays. Ibrahim Traoré, avec sa philosophie de souveraineté et de dignité, avait mis le pays sur la voie de la résilience. Mais les enjeux étaient élevés. En cas d'échec, les conséquences pour le pays seraient dramatiques, affectant non seulement sa stabilité, mais aussi sa dignité nationale. Ce jour-là, à la frontière, un simple camion transportant du ciment a attiré l'attention d'un inspecteur. Un détail insignifiant, une petite incohérence dans la documentation. Cela aurait pu passer inaperçu, mais l'inspecteur a décidé de signaler la divergence. Après plusieurs jours d'observation discrète, un modèle a émergé. Ce n'était pas un simple cas de contrebande, mais une vaste opération clandestine. Des camions arrivaient régulièrement, toujours au crépuscule, toujours chargés de matériaux de construction, mais jamais de projet de construction ne suivait. Ce qui semblait être une routine commerciale s'est avéré être un réseau de destruction, alimentant non seulement des groupes criminels, mais aussi des insurgés. Le véritable visage de cette menace est devenu clair lorsque, lors d'une inspection, ils ont découvert des fûts contenant des produits chimiques et des explosifs, cachés sous des couches de ciment. Ce n'était pas seulement une question de contrebande, mais de déstabilisation. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses équipes se sont retrouvés face à un défi de taille. Il ne s'agissait pas seulement de saisir des marchandises illégales, mais de mettre fin à un réseau de destruction qui se nourrissait du pays. Leurs actions allaient redéfinir la sécurité du Burkina Faso, mais aussi sa souveraineté. Le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas un simple militaire. Il incarnait un symbole de dignité et de souveraineté pour le Burkina Faso. Depuis qu'il avait pris la tête des forces de défense, il prêchait l'idée que le pays devait se défendre seul, sans dépendre des puissances étrangères. Les réformes qu'il avait mises en place ne se limitaient pas à la réorganisation des douanes ou de l'armée. Elles touchaient au cœur de la nation. Chaque fonctionnaire, qu'il soit soldat ou inspecteur des douanes, était désormais un gardien de la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré savait que la stabilité du pays ne résidait pas dans une aide extérieure incertaine, mais dans la discipline et le devoir. Lorsque le premier camion a été intercepté, il n'était pas question d'une simple saisie. C'était un test pour l'âme du Burkina Faso. Le pays allait-il se soumettre à la peur ou prouver qu'il pouvait se défendre seul? Cette mission allait transformer la manière dont les Burkinabés se percevaient eux-mêmes et leur nation. C'était bien plus qu'une question de sécurité, c'était une question d'identité. Les semaines qui suivirent l'interception du premier camion furent marquées par des investigations discrètes mais déterminées. À mesure que les équipes se déplaçaient à travers la région, les indices s'accumulaient. Le réseau criminel qu'il traquait ne se contentait pas de faire passer des explosifs ou des produits chimiques, il alimentait également des insurgés qui cherchaient à renverser l'ordre établi. Les autorités burkinabées avaient découvert une situation bien plus complexe qu'elles ne l'avaient imaginée. Chaque indice les rapprochait de la vérité, mais chaque réponse semblait en amener de nouvelles questions. Le capitaine Traoré, conscient de l'ampleur de la menace, a pris des mesures drastiques pour mettre fin au réseau. Les équipes des douanes, opérant sous couverture, ont suivi chaque camion suspect, observant, attendant, ne faisant aucune erreur. L'opération secrète, qui durait depuis plusieurs mois, a finalement porté ses fruits lorsque, au début de l'année 2025, une équipe d'inspecteurs des douanes a intercepté un convoi transportant des fûts contenant des substances hautement dangereuses. À l'intérieur des camions, ils ont trouvé des produits chimiques
qui, s'ils avaient été dispersés dans l'environnement, auraient pu détruire des vies et polluer des rivières entières. Ce n'était pas une simple saisie de marchandises, c'était une lutte pour préserver la vie et la stabilité du Burkina Faso. Le capitaine Traoré, en apprenant la découverte, a immédiatement ordonné l'évacuation des zones à risque et l'isolement de la zone. Le danger était imminent, mais ils étaient désormais prêts à affronter la menace de plein front. Le pays allait se défendre, non seulement par la force, mais aussi par la volonté de ses citoyens. Les preuves recueillies au cours des semaines d'investigation ont été décisives pour comprendre l'étendue du réseau de contrebande et de destruction. Les douanes ont découvert plusieurs indicateurs clés qui ont permis de relier les différents éléments du puzzle. 3 chiffres sont restés gravés dans les esprits: 35 camions interceptés, 72 tonnes de produits chimiques saisis et 6 mois de surveillance discrète. Chacune de ces données ne faisait qu'ajouter à l'ampleur du problème. L'importance de ces chiffres ne résidait pas uniquement dans la quantité, mais dans leur implication directe sur la sécurité du pays. La saisie de ces produits chimiques, qui pouvaient être utilisés pour l'extraction illégale d'or ou pour des attaques terroristes, a montré que la menace n'était pas seulement interne. Il s'agissait d'un réseau transfrontalier, alimenté par des acteurs extérieurs, visant à déstabiliser la région entière. La situation était d'autant plus critique que ces substances dangereuses pouvaient être utilisées pour empoisonner des rivières et des sols, menaçant directement les communautés locales qui dépendaient de ces ressources. En parallèle, les informations recueillies ont permis de remonter jusqu'à des entreprises fantômes opérant dans des pays voisins. Ces entreprises, prétendant être spécialisées dans l'importation de fournitures agricoles, étaient en réalité des façades pour des activités criminelles bien plus larges. Les agents des douanes ont travaillé avec une détermination sans faille, enregistrant chaque détail, chaque numéro de camion, chaque produit saisi. Leurs efforts ont permis de rassembler une image complète du réseau et de sa complexité. Mais les chiffres ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Ce qui comptait avant tout, c'était la manière dont ces substances étaient acheminées et cachées, et le rôle crucial joué par les fonctionnaires locaux, qui avaient risqué leur vie pour exposer cette menace. À mesure que les indices se multipliaient, il devenait évident que la frontière du Burkina Faso n'était pas seulement un point de passage, c'était un champ de bataille caché, où la guerre était menée dans l'ombre, mais où les héros étaient des hommes et des femmes ordinaires, dédiés à la protection de leur pays. La lutte menée par Ibrahim Traoré et ses équipes face à ce réseau n'était pas simple. Plusieurs voix se sont élevées, soulignant que la situation aurait pu être gérée de manière plus efficace avec l'aide de puissances étrangères. Certains analystes soutenaient que la coopération internationale aurait permis de démanteler plus rapidement ce réseau criminel. Cependant, Traoré, avec sa vision de souveraineté nationale, a fermement rejeté cette idée. Il croyait que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, devait se protéger lui-même, sans compter sur les autres. Son approche reposait sur la discipline intérieure, la formation locale et la résilience nationale. L'une des principales critiques était que, sans un soutien extérieur, le pays risquait de se retrouver isolé, voire dépassé par la montée en puissance des groupes terroristes et des réseaux criminels transnationaux. Pourtant, Traoré était resté inflexible, convaincu que le véritable changement venait de l'intérieur. Il savait que les Burkinabés étaient capables de résoudre leurs propres problèmes sans avoir à dépendre de l'aide étrangère qui, selon lui, avait souvent échoué dans le passé. De plus, le soutien populaire pour cette politique était grandissant. Les citoyens, fatigués de l'influence étrangère et des promesses non tenues, ont vu en Traoré un leader capable de redonner au pays sa dignité et sa fierté. Ce qui était en jeu n'était pas seulement la sécurité du Burkina Faso, mais aussi sa capacité à s'affirmer sur la scène internationale. Ainsi, malgré les critiques, Ibrahim Traoré et ses partisans ont poursuivi leur mission avec détermination, convaincus que c'était leur devoir de protéger leur pays par leurs propres moyens. Le bilan de cette stratégie serait évalué non pas dans les mois qui suivraient, mais dans les années à venir, lorsque le Burkina Faso aurait, espérons-le, émergé plus fort, plus uni et plus souverain que jamais.
À mi-chemin de l'enquête, un tournant décisif est survenu. Les autorités burkinabées ont découvert des informations cruciales sur les routes utilisées par les contrebandiers pour acheminer leurs cargaisons dangereuses. Ce qui semblait être un simple réseau de contrebande a révélé une complexité insoupçonnée. Lorsqu'un ancien membre du réseau a décidé de coopérer avec les forces de sécurité, il a révélé que les produits chimiques et les explosifs étaient non seulement destinés à des attaques terroristes dans la région, mais aussi à la fabrication d'armements de plus en plus sophistiqués. Cette révélation a marqué un changement majeur dans la perception du problème. Ce n'était plus une simple question de sécurité nationale, mais une menace à l'intégrité de l'ensemble du Sahel. Le renseignement a permis de suivre les routes empruntées par les criminels et d'identifier plusieurs caches secrètes. À partir de ce moment, les autorités ont commencé à comprendre l'ampleur du défi qui se présentait à elles, mais elles savaient aussi qu'elles avaient désormais un avantage: la maîtrise des informations et des routes utilisées par l'ennemi. Les conséquences de l'opération sont allées bien au-delà de ce que les autorités avaient imaginé au départ. Une fois le réseau démantelé, les équipes de sécurité ont découvert que la menace était bien plus vaste que prévu. Les produits chimiques interceptés auraient pu détruire des écosystèmes entiers, empoisonner des sources d'eau essentielles et paralyser des communautés locales. L'impact des attaques potentielles aurait été catastrophique, mais les autorités burkinabées ont réussi à contrer cette menace en agissant rapidement et de manière coordonnée. Les groupes criminels impliqués dans ce trafic ont été mis à mal, mais il est apparu clairement que ce réseau n'était qu'un élément d'un système plus large de déstabilisation du Sahel. À l'échelle régionale, les conséquences ont été tout aussi frappantes. Les pays voisins ont pris conscience que des réseaux similaires pouvaient exister sur leur territoire. Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et ses voisins se sont renforcées, car ils ont compris que seul un travail commun permettrait de stopper la propagation de ces menaces transnationales. Cette opération a également été un signal fort envoyé à la communauté internationale. Le Burkina Faso était capable de se défendre seul, sans dépendre de l'aide extérieure, mais dans le même temps, il restait ouvert à une coopération régionale pour faire face à des défis communs. Le pays n'était plus perçu comme une nation fragile, mais comme une nation prête à se défendre et à protéger ses intérêts. C'était un moment charnière dans l'histoire du Burkina Faso, un tournant décisif qui marquerait à jamais l'identité du pays et sa place dans le Sahel. Dans les mois qui suivirent l'opération, 3 scénarios possibles se dessinaient pour le Burkina Faso. Dans un premier scénario optimiste, on envisageait une stabilisation rapide du pays. Avec la désactivation du réseau de contrebande et la mise en place de nouvelles structures de sécurité, le Burkina Faso aurait pu se remettre sur pied plus rapidement que prévu. La coopération régionale se renforcerait, et l'impact de cette opération servirait de modèle pour d'autres nations du Sahel. Les forces de sécurité seraient consolidées, les infrastructures modernisées, et la confiance dans le gouvernement augmenterait parmi la population. Cependant, ce scénario dépendait de la capacité du pays à maintenir l'unité et à poursuivre ses réformes sans accroc. Dans un second scénario plus pessimiste, le pays se retrouverait face à de nouvelles vagues de violence. Bien que le réseau de contrebande ait été démantelé, les groupes criminels et les insurgés pourraient rapidement réorganiser leurs activités et tenter de déstabiliser à nouveau le pays. Dans ce cas, les forces de sécurité seraient mises à l'épreuve et la situation pourrait devenir de plus en plus volatile. Le soutien international, bien que toujours nécessaire, serait difficile à obtenir si le Burkina Faso n'avait pas fait de progrès tangibles dans la gestion de ses propres crises internes. Enfin, dans un troisième scénario le plus réaliste, on prévoyait un développement progressif et lent. Le Burkina Faso resterait confronté à des défis structurels importants, mais avec l'aide d'une mobilisation interne forte, le pays commencerait à se stabiliser. Les réformes seraient mises en œuvre progressivement et la population gagnerait lentement confiance dans ses institutions. Toutefois, la lutte contre les menaces criminelles et terroristes serait longue et les résultats se feraient sentir sur le long terme. Ce scénario impliquait une vigilance constante et une volonté indéfectible de préserver la souveraineté et la sécurité du pays, mais il offrait une chance réelle d'éradiquer les menaces à long terme. Ce qui s'est passé au Burkina Faso dépasse largement le cadre de la simple politique de sécurité. Il s'agit d'une leçon de résilience et de souveraineté
pour toute l'Afrique. Les Burkinabés ont montré que même les nations les plus petites, souvent négligées par la communauté internationale, pouvaient faire face aux plus grandes menaces sans se soumettre à la peur ou à l'influence extérieure. Cette opération a renforcé l'idée que la souveraineté ne se résume pas à un drapeau ou à des discours. Elle se construit dans le quotidien, dans les actions concrètes des citoyens et des autorités. Ce n'est pas un simple événement militaire ou politique, c'est une déclaration de principe. Le Burkina Faso a redéfini ce que cela signifie être indépendant à l'ère moderne. C'est un message qui résonne bien au-delà des frontières du Sahel. Chaque nation a la capacité de se défendre, de protéger ses valeurs et de préserver son intégrité, même sans le soutien des puissances mondiales. Pour les spectateurs du monde entier, cette histoire rappelle que la sécurité n'est pas simplement une question d'armée ou de force de l'ordre. C'est une question de peuple. Lorsque la population d'une nation est unie dans un objectif commun, elle devient plus forte que n'importe quelle menace extérieure. Le Burkina Faso a fait preuve de courage, de solidarité et de détermination. À travers cette opération, le pays a montré que la véritable force d'une nation réside dans sa capacité à se tenir debout seul, sans attendre que d'autres interviennent. L'histoire de cette opération ne se limite pas à une simple victoire contre un réseau criminel, mais à la preuve que la dignité et la souveraineté peuvent se défendre, même dans les moments les plus sombres. En ce qui concerne le court terme, le Burkina Faso devait continuer à renforcer ses capacités internes. Les institutions de sécurité, notamment les douanes et l'armée, devaient être restructurées pour garantir une vigilance constante aux frontières. Une nouvelle approche de la formation était nécessaire, avec l'implémentation de stratégies locales adaptées à la réalité du terrain. Le pays devait aussi améliorer ses infrastructures, particulièrement dans les zones rurales, afin d'éviter que les réseaux criminels ne trouvent de nouveaux moyens pour se frayer un chemin à travers les frontières. Parallèlement, une coopération régionale renforcée devait être établie avec les pays voisins pour partager des informations de sécurité et contrer les menaces transfrontalières. Concernant le moyen terme, le Burkina Faso aurait dû mettre en place un système de surveillance de long terme, en utilisant la technologie pour mieux détecter les activités criminelles et terroristes. Des caméras, des drones et des systèmes de détection avancés seraient nécessaires pour surveiller les frontières plus efficacement. En parallèle, un programme de sensibilisation pour les citoyens afin qu'ils deviennent des partenaires dans la lutte contre la criminalité aurait été essentiel. Les citoyens devaient être formés pour reconnaître les activités suspectes et les signaler aux autorités. À plus long terme, le Burkina Faso pourrait se concentrer sur des réformes économiques et sociales pour améliorer la qualité de vie de sa population. La stabilité politique et économique favoriserait la croissance et le développement, réduisant ainsi les causes profondes de l'instabilité. La réhabilitation des zones affectées par les activités criminelles et la mise en place de programmes d'insertion pour les jeunes permettrait de réduire le recrutement dans les groupes armés. Enfin, le pays devait rester vigilant face aux menaces extérieures, mais aussi fort dans sa volonté de défendre sa souveraineté sans compromission. Le Burkina Faso, à travers cette opération, a prouvé que la véritable force d'une nation ne réside pas dans ses ressources ou son armée, mais dans la volonté de ses citoyens de défendre leurs terres et leurs valeurs. C'est une histoire de courage, de solidarité et de fierté nationale. En unissant leurs forces, les Burkinabés ont non seulement préservé la sécurité de leur pays, mais ont aussi redéfini ce que cela signifie être une nation souveraine dans un monde de plus en plus interconnecté. À l'aube de cette nouvelle ère, le pays s'élève non pas par la force des armes, mais par la force de la conviction et de l'unité. Les générations futures, nourries par cet esprit, regarderont cette victoire comme un symbole de ce que peut accomplir un peuple qui refuse de se soumettre à la peur. Le Burkina Faso n'est pas simplement un pays du Sahel, c'est un modèle de résilience, de dignité et de souveraineté pour toute l'Afrique et au-delà. La lutte du Burkina Faso contre la criminalité et le terrorisme est loin d'être terminée, mais elle offre une leçon de courage et de détermination pour nous tous. Il est impératif que nous soutenions les efforts des nations qui, comme le Burkina Faso, choisissent de se défendre seules, sans attendre des secours extérieurs. Cette opération n'a pas seulement servi à stopper un réseau criminel,
Elle a montré au monde que la souveraineté nationale est précieuse et que chaque nation mérite d'être respectée pour sa capacité à défendre sa dignité. Nous devons nous souvenir de cette victoire et soutenir de telles initiatives à travers le monde. Si vous croyez en la force d'une nation à se défendre elle-même, partagez cette histoire et laissez un message de soutien pour ceux qui, comme les Burkinabés, font tout pour protéger leur pays. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres nations à prendre leur destin en main.